Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission Science et Civilisation. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Zakaria Kehel. Bonjour. Bonjour. Nous allons faire avec lui, avec vous, le voyage vers la génétique des plantes, les recherches génétiques sur les plantes. Mais avant cela, à notre habitude dans cette émission, on fait connaissance avec notre invité. Donc, Monsieur Zakaria Kehel, vous êtes actuellement à l'IRCADA. L'IRCADA, c'est l'acronyme de quoi? C'est le nom pourquoi? D'abord, une présentation de cet institut dans lequel vous travaillez. Ok, bonjour et merci beaucoup pour cette invitation dans cet endroit magique que je découvre pour la première fois. Vous me donnez l'occasion de remercier encore toute la direction de la Villa des Arts de Rabat et à sa tête, Madame Myriam Mouline. Merci. Donc ICARDA, c'est un acronyme de Centre international de recherche agricole dans les centres arides. Recherche agricole dans les centres arides, dans les milieux arides. Dans les milieux arides qui s'étendent de l'Inde, Pakistan, le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient et le Nord-Afrique, bien sûr. Et il fait partie d'un consortium de centres qui étaient créés dans les années 60-70 pour faire face à l'augmentation de la population et forcément la demande en commodité. D'accord. Alors, on développera tout à l'heure les recherches que vous faites au sein de cet institut, donc orienté agriculture en milieu aride. Avant cela, donc vous avez fait vos études au Maroc. Vous êtes marocain. Oui. Vous avez fait vos études secondaires dans quelle ville? Moi, je suis de Marrakech. Hein. Marrakech, qu'on salue, voilà. De Marrakech, donc j'ai fait mon collège forcément, primaire à Marrakech, et j'ai fait le lycée dans le collège royal préparatoire aux techniques aéronautiques. Ce qu'on appelle le CREPTA pour avoir une carrière militaire de pilotage et tout ça. Et avant la fin de classe préparatoire dans le collège royal, la vocation a changé forcément et j'ai continué à faire mes classes préparatoires au lycée Ibn Taymiyyah à Marrakech. Et après, j'ai intégré l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Ah, l'IAV, très connu. Exactement. Effectivement, cet institut. Justement, peut-être que le public marocain ne le connaît pas assez. Vous pouvez présenter cet institut où vous avez fait vos premières études supérieures? Exactement. Donc c'est un institut agronomique. C'est un institut très important pour le Maroc et aussi pour l'Afrique et la région. Il y avait beaucoup d'étudiants aussi africains et toute la région arabe. C'est un institut qui, vu son nom, qui touche la formation agronomique, technique alimentaire et aussi toutes les sciences vétérinaires, la topographie et l'halieutique aussi. D'accord. Donc vous avez d'abord commencé ces études-là. Cet institut, il est situé à Rabat, je crois. Exactement, à Rabat. C'est bien. Et après cela, vous avez fait une formation prolongée en Espagne. En Espagne, dans quelle ville? Barcelone, c'est ça? Non, à Cordoba. Donc j'ai changé un peu parce que c'était une rencontre avec un améliorateur génétique à l'époque qui voulait vraiment comprendre une idée un peu folle, comprendre la variation. Elle avait besoin de variation dans ses recherches et il voulait comprendre la différence génétique entre différentes populations et espèces de plantes et il voulait voir pourquoi il y a tant de différences et tant de possibilités. Donc, j'ai suivi mon cursus de doctorat à l'université de Cordoba en Espagne. Et donc, votre doctorat portait sur quel sujet? C'est exactement ça, c'est porté sur ce qu'on appelle maintenant la biogéographie. C'est vraiment suivre les gènes des plantes et comprendre où on peut trouver tel ou tel gène basé sur toute la conservation et l'utilisation des ressources génétiques. D'accord, donc c'est un peu leur milieu de préservation, exactement, là où elles se développent le mieux, exactement, compte tenu de leur génome, c'est cela? Oui, ce qu'on voulait comprendre, c'est qu'il y a tellement de ressources génétiques, et il faut vraiment à un moment les comprendre pour pouvoir les utiliser. Ce qu'on voulait comprendre, pourquoi un agriculteur en Atlas, il maintient, il conserve une variété, mais un autre dans les oasis de Ouarzazate, il conserve une autre. Et c'est quoi l'empreinte génétique de ceci qui peut, après, être intégré dans un programme de développement variétal? C'est-à-dire que dans une même espèce de plante, on va avoir des variétés différentes et vous voulez comprendre
qu'est-ce qui fait que dans certains milieux géographiques, telle variété est promue et telle autre ne l'est pas? Exactement, c'est ça les ressources génétiques, c'est au-delà des espèces, c'est vraiment une combinaison infinie de gènes que la nature et les agriculteurs ont façonné depuis des siècles, voire des milliers d'années. Et ces variétés-là qui sont plus ou moins en état d'extinction, on est en train de les conserver pour une utilisation future. Donc en réalité, votre institut, il est orienté vers le futur compte tenu des variétés des plantes qui sont en voie de disparition, peut-être pas seulement celles-ci, mais celles qui sont en voie de disparition compte tenu de l'érosion de la biodiversité. Exactement. Vous essayez de les préserver pour des usages futurs? Absolument, absolument. C'est exactement ce qu'on fait. C'est on les collectionne avant l'extinction. On aimerait bien les conserver dans leur habitat naturel, mais c'est pas toujours le cas vu l'érosion et les causes de cette érosion-là. Nous, on les conserve dans un milieu bien stérile pour des utilisations futures après études. Et donc cette conservation, c'est ce qui donne lieu à la constitution de banques pour les plantes, c'est cela? Exactement. Une banque de gènes, en fin de compte, c'est un lieu où on congèle, dans le cas des graines ou pour les plantes, où on conserve les spermes et les œufs en cas des animaux, avant extinction dans leur habitat naturel. On les étudie et on les met à disponibilité des scientifiques et d'autres utilisateurs au cas de besoin. En réalité, votre institut il a une double orientation, à la fois pour les usages directs agricoles Exact. et pour les recherches futures, c'est-à-dire qu'il a une double orientation pratique et théorique. Exactement, donc c'est la recherche et le développement. La recherche et le développement. C'est-à-dire on travaille avec nos collaborateurs dans beaucoup de pays pour faire la recherche qui va forcément ce qu'on appelle la recherche appliquée, qui va devenir un jour un produit ou une innovation dans le champ d'un agriculteur. Donc, vous l'avez dit rapidement au début, mais peut-être c'est le moment de le répéter, cet institut, l'IRCADA, l'IRCAD, donc Institut de recherche pour l'agronomie et dans les zones arides. Dans les zones arides. Alors, précisément cet institut, il n'est pas... il est basé... il y a une antenne au Maroc, il y a des antennes dans d'autres pays. Exactement. C'est une émanation international, il a été constitué, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans un consortium d'autres instituts. Exactement. Donc c'est en général, à l'époque, j'ai dit dans les années 60-70, avec l'augmentation de la population et la demande en nourriture, donc c'est des centres ou bien qui étaient basés sur des commodités, c'est-à-dire le maïs, un centre qui était forcément installé au Mexique, la pomme de terre au Pérou, et c'est des centres basés ou bien sur les commodités ou bien thématiques. Notre centre, c'est un centre à caractère thématique, c'est-à-dire les zones arides. Il y a d'autres centres qui sont dans les zones arides tropicales ou les zones tropicales. Et quand on voit ces centres-là, quand ils ont commencé forcément dans l'origine de la biodiversité. C'est-à-dire, on voulait, à l'époque, ICARDA a été créé au Liban et après en Syrie, c'est là l'origine de l'agriculture et l'origine des espèces en termes de céréales, légumineuses qu'on consomme maintenant. Et vous avez d'ailleurs passé plusieurs moments dans les régions moyen-orientales. Vous avez été en Égypte, au Liban, en Syrie, parce que cet institut, il a des antennes dans tous ces pays. Exactement. Donc le centre lui-même, il est basé maintenant au Liban, mais on a des antennes. L'antenne la plus importante de recherche, elle est au Maroc. Au Maroc, là où vous êtes affecté maintenant. À Rabat, donc on a une banque de gènes parmi les plus grandes au monde, et on a aussi des programmes d'amélioration variétale pour les légumineuses, les céréales, y compris le blé tendre et aussi orge. D'accord. Il y a deux aspects. Il y a les banques pour conserver la variété des plantes, mais il y a aussi, vous avez dit, des travaux pour améliorer ces variétés. Améliorer, ça veut dire peut-être sélectionner. Exactement. Donc quand on voit l'agriculture, c'est une combinaison de trois ressources. On a les ressources en énergie, ça peut être énergie animale, humaine, fossile, pour tout ce qui est irrigation. On a les ressources naturelles, le sol, l'eau,
pour l'irrigation, mais on a ce qui est important dans l'agriculture, c'est les ressources biologiques. Et donc là, forcément, pour faire face à l'augmentation de la population, mais aussi tout ce qui est changement climatique, on a besoin de sélectionner, améliorer les espèces qu'on connaît pour pouvoir répondre à la demande des utilisateurs. Donc on a ces deux aspects qui travaillent ensemble. C'est la conservation des ressources naturelles, mais aussi les utilisations pour améliorer et sélectionner pour le futur. Et quand vous avez, comment dirais-je, quand vous êtes en poste au Liban, quand vous êtes en poste en Syrie, quand vous êtes en poste en Égypte, est-ce qu'il y a des recherches qui, localement, sont beaucoup plus développées, ou est-ce que l'Institut travaille abstraction faite de son contexte? On travaille abstraction faite du contexte, mais mon institution ne peut pas exister sans la collaboration avec les pays. Et forcément, on a des recherches bien sûr globales, mais on travaille dépendamment, main dans la main avec les nationaux pour les besoins nationaux spécifiques. Ah oui, c'est cela. Donc, par exemple, maintenant que vous êtes au Maroc, quelles sont les spécificités marocaines qui s'invitent dans votre institut? Forcément, la protection de la biodiversité, c'est un aspect primordial dans tous les pays, surtout les pays où l'agriculture a un rôle important, comme le Maroc. Le développement et la sélection variétale, ça c'est important, mais aussi tout ce qui est l'agriculture de conservation pour conserver les ressources du sol et ne pas avoir à la fin des sols un peu pauvres. C'est ça. Donc, votre institut fait beaucoup d'anticipation, de prospective? En travaillant avec tous les pays, bien sûr, on fait la recherche de base, mais aussi cette recherche-là, elle est appliquée dépendamment des besoins et en collaboration avec les pays où on travaille. Alors, votre institut, c'est aussi un institut de formation. Vous avez des doctorants, des post-doctorants? Bien sûr, on fait deux aspects de formation. Donc, on fait la formation dans les pays d'aspect innovatif, c'est-à-dire 2 semaines, 3 semaines. Mais après, on fait aussi la formation d'étudiants avec les universités nationales. Ah, vous avez des partenariats avec les universités? Bien sûr, dans tous les pays. Donc, on prend des étudiants, ce qu'on appelle des thésards, que ce soit du master. Ils sont d'abord sélectionnés dans leurs universités et ils viennent chez vous sous forme de stage d'apprentissage, ou comment ça se passe? Il y a deux aspects. Il y a un aspect où l'étudiant, il vient juste faire la recherche chez nous, mais il y a aussi une autre façon de le faire, c'est vraiment avoir des bourses dans des projets pour avoir des étudiants nationaux et faire la recherche en collaboration avec les instituts nationaux, mais aussi avec les universités nationales. Et ces étudiants, ils font un travail de terrain, ils sont en mobilité. Comment ça se passe? Bien sûr, ils font un travail de laboratoire et de terrain, de recherche, et on a beaucoup de chance d'avoir accès à cette catégorie de futurs chercheurs qui viennent avec leurs nouvelles idées. Ils connaissent aussi des fois les terrains plus que nous, parce que moi, je suis marocain et je travaille ici au Maroc, mais on a beaucoup d'internationaux aussi ici donc travailler avec des étudiants nationaux, ça permet aussi d'avoir accès à plus d'informations qu'on n'a pas forcément accès. Et ce fut également le cas quand vous étiez en Égypte et au Liban, c'est cela? Mais on prend des étudiants, même en étant au Maroc, on prend des étudiants européens, on prend des étudiants américains, on prend des étudiants dans tous les pays où on a un projet. Et vos financements dépendent de quel organisme? Donc les financements, il y a un conseil de fonds en général international, y compris la Banque mondiale, la FAO, les Nations Unies, les pays riches, mais aussi un peu les pays en voie de développement. Il y a aussi une contribution, si on parle par exemple de Maroc, c'est une grande contribution en termes de stations de recherche, de laboratoires, de bâtiments, de logistique que les pays mettent à notre disposition pour pouvoir quand ils sont moment d'accueil, quand ils sont pays d'accueil, comme là précisément pour vous, qui revenez dans votre pays, mais sous une casquette internationale. Absolument, et ça on l'a vu, on a vu le fruit de collaboration nationale, parce que quand il y avait les problèmes en Syrie, on était obligé de déménager. Ah oui. On a eu les bras ouverts de beaucoup de pays, y compris le Maroc, avec toute la logistique, et on est très reconnaissant par rapport à ça.
Alors revenons maintenant peut-être sur les recherches elles-mêmes. Donc préservation de la variété des plantes, étude des milieux où elles peuvent être mieux développées, ce qui suppose, comme vous l'avez dit, sélection et amélioration. Exactement. Et quand vous avez parlé de la banque des données, de ces variétés-là, la banque de ces données, vous avez dit à un certain moment que ça suppose toute une logistique de la congélation. Bien sûr. Après, comment ça se passe pratiquement on fait sortir de cette banque certaines variétés pour faire une étude de leur réimplantation? Bien sûr, donc c'est pas que la conservation, l'utilisation est aussi un aspect très très important. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'utilisation, on a beaucoup de gens qui demandent ces semences, que ce soit pour la recherche de base ou vraiment les intégrer dans leur programme de sélection. Donc on a la banque de gènes, que ce soit celle de Rabat ou celle de Liban, et on les étudie. Ce sont les deux plus importantes, celle du Liban et celle du Maroc? Pour Ricarda, c'est les deux qu'on a parce qu'au Liban, on conserve tout ce qui est espèces sauvages et tout ce qui est espèces fourragères. Et ici au Maroc, toutes les espèces cultivées de blé et de légumineuses. Donc forcément, l'utilisation passe par la compréhension et l'étude, que ce soit dans le champ ou que ce soit à l'échelle du génome, pour comprendre et pour pouvoir répondre avec précision Oui. aux utilisateurs. Par contre, j'aimerais bien préciser que plus je travaille dans le domaine de banque de gènes, plus je trouve le nom un peu élitiste. Oui. Quand on dit banque de gènes, on est déjà en train de discriminer beaucoup d'utilisateurs, y compris les agriculteurs. C'est cela. Ça a une connotation scientifique et les gens ont peur. Donc, on aimerait bien penser dans le futur, peut-être avec des philosophes, des sociologues, trouver un nom pour dire c'est accessible à tout le monde. Et tout le monde peut avoir accès à ce genre de variétés locales qui sont en train de disparaître. Il est vrai que le mot de banque s'est imposé dès lors qu'il y a eu statistiquement une collecte des données. Exactement. Et que les données sont devenues des ressources. Absolument. Comme les données sont devenues des ressources et que la monnaie est une ressource, le mot de banque s'est imposé. Mais vous pointez un élément important, c'est que ces données maintenant, plus elles sont rassemblées, plus elles constituent un capital. Absolument. Qui est un capital qui induit le vocabulaire de la banque par ce biais-là. Mais vous faites bien de dire que qui dit banque ne dit pas difficulté d'accès. Exactement. Il n'y a pas à constituer un dossier pour du crédit. Absolument. Absolument. Alors, comment frappe-t-on à la porte de l'IRCADA pour précisément faire usage de ces variétés que vous conservez, ces variétés de plantes que vous conservez? Et il faut dire qu'en étant un centre international, on est en train de produire ce qu'on appelle, que ce soit un produit biologique ou des données, tout rentre dans ce qu'on appelle International Public Good. Tout le monde peut avoir accès à ces données-là et au matériel gratuitement. Parce qu'on est financé après tout par des fonds publics. Donc, l'accès est libre à tout le monde. Il y a des sites web, il y a de l'accès direct et c'est là la complexité. Le travail avec les scientifiques et les améliorateurs, les sélectionneurs, c'est assez direct. Mais on aimerait bien faire plus d'efforts pour avoir un accès plus facile avec les communautés locales et les agriculteurs. J'allais dire précisément pour les villageois, les agriculteurs qui n'ont pas toujours l'habitude d'aller sur Internet et de comprendre qu'il y a un accès gratuit à ces variétés. Il y a tout un travail peut-être de communication vers ces villageois et ces agriculteurs pour qu'ils comprennent, qu'ils puissent avoir accès à vous. Exactement. Pendant longtemps, on a joué ce rôle scientifique, mais plus on va dans la protection de la biodiversité qui commence à prendre un rôle super important. Et on veut aller au-delà des documents diplomatiques, politiques et scientifiques et donner le pouvoir aux communautés locales. Et dire, voilà, on a une connaissance traditionnelle, comprendre ces gens-là et on est obligé de travailler avec eux. Exactement. Redevable à ceux qui constituent précisément ce capital des données. Absolument, absolument. Et c'est là où le travail doit être fait en termes de traduction de données scientifiques
en information que les agriculteurs peuvent comprendre aussi. C'est cela. Et aussi prendre les connaissances des agriculteurs, parce que quand on part collectionner dans le champ avec l'agriculteur, on prend aussi l'information de l'agriculteur. L'agriculteur, il a sélectionné pendant des générations une variété pour un objectif déterminé, pour faire ce genre de produit, ou ce couscous-là, ou ces msemen-là. Donc, il a un objectif. Ces connaissances-là, c'est dans les deux côtés. C'est des connaissances d'agriculteurs qu'on est en train de traduire scientifiquement, des connaissances scientifiques qu'on est en train de traduire pour l'agriculteur. Ça, c'est très important parce que l'érosion de la biodiversité, c'est aussi l'érosion des savoirs locaux. Absolument. Il faut arriver à éviter cette érosion des savoirs locaux et promouvoir ces savoirs locaux pour dire précisément que nous avons beaucoup à apprendre des praticiens agriculteurs qui savent ce qui résiste à la durée, qui savent ce qui résiste au stress hydrique. Malheureusement, beaucoup de pays que nous avons cités connaissent le stress hydrique. Absolument. Et donc, il y a précisément, comme vous l'avez si bien dit, un aller-retour entre la science et les savoirs locaux pour arriver précisément à ce que ni la science n'apparaisse élitiste, ni le savoir local n'apparaisse, comment dirais-je, dévalorisé. Absolument. Dans la mesure où il n'est pas pris dans les circuits standards de transmission. Absolument, parce que l'agriculteur, il est en train de... Je parle de l'agriculture qui prend soin de la diversité. Un agriculteur qui est en train de mélanger plusieurs espèces ou plusieurs variétés dans la même espèce, c'est une sorte d'assurance pour lui. Il y a une qui va être plus tolérante, non, il y a une maladie qui arrive, une résistance et non. Et on est en train d'apprendre pourquoi un agriculteur, sans savoir le climat, il est en train d'attendre 1 mois ou 2 avant de semer. Pourquoi il est en train d'utiliser celle-là spécifiquement pour ce produit et pas l'autre. Donc à la fin, on apprend beaucoup de l'agriculteur, on apprend beaucoup des traditions des agriculteurs. Mais en même temps, on est en train d'aller au-delà des connaissances des agriculteurs, en se basant sur les nouvelles technologies, que ce soit la génomique ou les nouvelles technologies d'évaluation dans le champ, pour aussi avoir une information qui est acceptable et aussi compréhensible par les agriculteurs. C'est cela. Et question de sécurité alimentaire. Absolument. Vous dites, on met pas tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, donc on fait attention. Et je sais que vous travaillez aussi sur cette question de sécurité alimentaire. Elle est quand même liée aussi aux défis posés parfois par la monoculture. C'est un sujet assez complexe parce oui. Que je veux pas être trop extrémiste et dire non, on n'a pas besoin de la monoculture, etc. Ou les semenciers ou le secteur privé. Les deux marchent ensemble. D'accord. Il y a un milieu pour tout. On peut dire, par exemple, que la monoculture, c'est important pour la sécurité alimentaire, mais aussi la sécurité nutritionnelle. Oui. Il faut voir les deux. C'est pas que manger, mais manger bien. Et pour ne pas avoir des déficiences en termes de vitamines ou en termes de micronutriments. Mais aussi, on a beaucoup d'agriculteurs qui peuvent pas aller à la monoculture. C'est exactement là ce qu'on cherche, c'est le milieu marginal. C'est ça. J'aime pas parler des milieux pauvres parce que le nom pauvre, ça veut dire oui. Pas grand-chose. C'est milieu marginal où nécessairement ils n'ont pas accès aux nouvelles technologies, nouvelles variétés, mais aussi les inputs en termes de fertilisants ou d'irrigation. Et on est obligé de travailler. Ce sont des petits agriculteurs absolument. Qui n'ont pas des hectares et des hectares de production et ils sont en même temps les plus nombreux. C'est-à-dire que les petits oui. lopins de terre et les petites sont en même temps l'indice de la variété que vous recherchez. Absolument, et on a longtemps parlé de ça comme c'était un problème, et on est en train de transformer ça en une opportunité. Parce que pendant longtemps, parler d'agriculture vivrière fut comme quelque chose comme un pis-aller, comme si on devait véritablement faire mieux, et faute de mieux, nous avons l'agriculture vivrière. Aujourd'hui, en raison des questions de changement climatique, d'écologie, cette agriculture vivrière retrouve quand même quelques lettres de noblesse? Absolument, des deux côtés, que ce soit dans le côté vraiment préserver la biodiversité
en étant un produit ou plusieurs produits qui ont une valeur ajoutée. Parce qu'on connaît très bien les gens repartent dans des espèces. On a le quinoa, on a le blé, on a l'orge, on a le lupin, par exemple. Toutes ces espèces-là qui étaient délaissées. Et maintenant, on part les voir dans des shops où il faut dépenser beaucoup d'argent pour les avoir. Comparément, on peut aller dans un magasin, par exemple, de blé, et on voit très bien la différence de prix entre un blé moderne et un blé ancien. C'est des fois 4-5 fois le prix. Et c'est ça la valeur ajoutée que les petits agriculteurs peuvent avoir. C'est-à-dire cette biodiversité, peut-être elle va pas nourrir le monde, mais elle va avoir une contribution. Elle a de la place, il y a de la place pour tout le monde. Et elle joue le rôle de la préservation précisément pour aussi que les différents écosystèmes ne soient pas menacés. Absolument, mais même pour les semenciers ou les sociétés privées ou les améliorateurs, les sélectionneurs, la sélection c'est simple, c'est un processus qui prend entre 15 et 20 ans avant. Maintenant, on peut le faire, c'est-à-dire entre le moment où on fait des croisements à un produit, maintenant on peut le faire en 5-7 ans. Parce qu'on a de nouvelles technologies pour accélérer le processus. Mais avec le temps et dans le changement climatique veut dire que le climat, il change de saison en saison. C'est-à-dire il faut avoir une sélection rapide. Et on est limité par l'accès à la diversité pour les sélectionneurs. Et l'accès à la diversité, c'est pas parce qu'ils veulent pas avoir accès à la diversité ou nous, on peut pas. Il faut avoir l'information pour pouvoir rapidement donner au sélectionneur les ressources en gènes dont il a besoin en termes de sécheresse, en termes de maladies nouvelles, etc. Et précisément, c'est ma dernière question, on arrive au bout de notre session aujourd'hui ou séance. Les plantes, c'est tout de même comme un modèle de la diversité en général. On parle de la diversité animale, on parle de la diversité humaine, on parle de la diversité culturelle, mais peut-être que la grille d'intelligibilité que donnent les plantes, c'est peut-être la grille la plus grande en termes d'information sur ce que l'on appelle variété, variation, diversité. Absolument. Absolument. Les plantes, il faut se décentrer par moment et aller du côté des plantes pour mieux comprendre ce que l'on entend par diversité. C'est ce que je voulais absolument, dire. C'est une possibilité infinie de combinaison. Infinie. Forcément, c'est des années et des années de sélection par l'agriculteur pour un objectif déterminé, mais aussi adaptation et évolution. Et on doit apprendre, juste pour être un peu philosophique, on doit apprendre à avoir deux espèces qui cohabitent, qui est l'espèce humaine, animale et végétale. Voilà. C'est tout l'objectif, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on doit comprendre. C'est-à-dire une espèce peut pas cohabiter, il doit cohabiter, mais pas surmonter une autre espèce, parce que tout le monde a besoin de l'autre dans la nature. Hein, les traditions asiatiques, puisque vous parlez de philosophie, les traditions asiatiques aussi bien bouddhistes que celles de Confucius parlent de l'harmonie dans la diversité. Absolument. En écartant le mot d'unité. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Kehel, Monsieur Zakaria Kehel, donc de l'Institut Lircada. Merci, chères téléspectatrices, merci, chers téléspectateurs, et je vous dis à une prochaine séance. Au revoir.
ابتداء